va reparler des pensions et de l'ambiance dans la coalition Vivaldi avec notre invitée en studio. On parlera aussi avec elle du droit à l'avortement et de la Cour constitutionnelle. Elle est députée fédérale, membre de Défi. Pour ceux qui se posent des questions sur son nom de famille, il est d'origine hongroise. Ses grands-parents ont fui le régime communiste en 1948 et se sont donc installés en Belgique. Elle est née à Braine-l'Alleud et maintenant elle habite à Rhodes-Saint-Genèse. Nous accueillons Sophie Rehoni. Bonjour Sophie Rehoni, merci d'être avec nous. D'abord, la majorité qui se déchire au Parlement fédéral. J'imagine que vous avez assisté au passe d'armes hier à la Chambre. Oui. C'est une bonne affaire quand on est un parti d'opposition, on se frotte les mains ? Non, absolument pas. Parce que finalement, le spectacle auquel on a assisté hier à la Chambre et auquel finalement on assiste depuis le début de la législature, c'est un spectacle qui est lamentable et qui est finalement indigne de ce que nos concitoyens et concitoyennes attendent. Ouais. Est-ce que c'est pas comme ça ? À savoir y voir clair par rapport à leurs pensions qui doivent être dignes après toute une vie de travail. Ouais. Est-ce que c'est pas comme ça à chaque législature ? On a des gouvernements de coalition, donc chacun essaye de marquer un petit peu l'opinion avec ses propres accents. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans ce gouvernement Vivaldi, il y a des partis de gauche, de centre, de droit. C'est un parti qui est composé de 7 partis, et donc un gouvernement qui est composé de 7 partis, et donc forcément, c'est compliqué de pouvoir se mettre d'accord. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est un enjeu aussi fondamental, c'est important au moins de donner des lignes de conduite. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les futurs pensionnés sont dans un flou le plus total. Il y a eu des avancées, vous l'avez dit, le bonus pension, tout ce qui concerne les inégalités entre les hommes. La pension minimale à 1 500 €. Voilà, la pension à temps partiel également, mais il y a quand même des inconnus qui sont vraiment problématiques. Ouais. Je pense en particulier à ce que vous avez souligné, à savoir la soutenabilité budgétaire du système des pensions. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est effectivement de garantir des pensions dignes à tous et toutes, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on ne refile pas la patate chaude Donc, il faut une réforme, aux futures générations. Il faut une réforme et il faut qu'elle soit soutenable. Absolument. D'ailleurs, je ne comprends pas comment M. Magnette peut se complaire, en tout cas se satisfaire de ce qui a été fait jusqu'ici. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux, comme notamment l'a rappelé la secrétaire d'État au budget. Alors, une des questions, c'est le nombre d'années de travail effectif qui serait nécessaire pour avoir le droit à la pension minimum. Je rappelle que Défi, vous êtes dans l'opposition, donc vous n'êtes pas dans ceux qui vont prendre les décisions. Mais les socialistes disent qu'il faut plutôt 10 ans, les libéraux, francophones, néerlandophones, disent qu'il faudrait plutôt 20 ans de travail effectif avant d'avoir le droit à la pension minimum. Vous mettriez le curseur de quel côté à Défi ? C'est pas à nous à placer le curseur vers... c'est pas un marchandage auquel on procède. Moi, je pense que ce qui est vraiment fondamental, mais on sait que 20 ans, pour certaines femmes, c'est compliqué, par exemple. Voilà, de reconnaître le travail qui a été presté durant la vie, mais aussi de tenir compte de la particularité de certaines catégories de la population, comme les femmes, qui, parfois, n'ont pas le choix de se mettre en congé, n'ont pas le choix de se mettre en temps partiel. On sait que la grande partie de la population qui se met en temps partiel, ce sont des femmes, et donc elles n'ont pas, finalement, à être pénalisées parce qu'elles ont pris leurs responsabilités dans un système qui reste, finalement, inégalitaire. Ce qui manque aussi dans cette réforme des pensions et que l'on attend vraiment, c'est, pour ce qui concerne la définition des métiers pénibles. C'est ce qui nous avait été promis. Nous, on a toujours été clair par rapport à la pension à 67 ans. On n'était pas contre, mais à condition, à tout le moins, que l'on puisse tenir compte de la pénibilité de certains métiers, et ça n'a toujours pas été le cas. Alors, autre gros dossier débattu cette semaine au Parlement, c'est le droit à l'avortement. D'abord, l'idée d'inscrire ce droit dans la Constitution, ça vous semble une bonne idée ? Alors, nous n'en sommes pas défavorables, parce que c'est vrai que d'accorder une assise constitutionnelle à ce droit, ça peut être un rempart contre de futures remises en cause qui pourraient être opérées par de futures majorités rétrogrades. On sait qu'on a des courants rétrogrades dans les partis d'extrême droite, mais aussi dans des partis des démocratiques. On a vu des élus locaux du MR qui ont quand même eu des propos assez terribles, qui remettaient en cause ce droit fondamental. Donc je peux comprendre l'intérêt. Oui. Ce que l'on reproche en fait à la démarche, c'est finalement de tenter de nous faire oublier le péché originel de cet accord de gouvernement, qui est la mise au frigo de ce dossier. On va y revenir dans un instant. Oui. Mais s'il y a une proposition d'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, Défi la votera ?
On la soutiendra. Vous la Maintenant, il faudra soutiendrez. définir dans quels articles, dans quels termes. Et force est de constater que déjà aujourd'hui, les partis ne sont pas d'accord et ça prendra énormément de temps, là où concrètement, on a une proposition de loi qui permet d'apporter une réponse concrète. Et c'est la raison pour laquelle on préfère avancer en priorité sur une loi de ce levier. dépénalisation. Donc ce que Oui. vous appelez le péché originel, Oui. c'est la mise entre parenthèses, ou en tout cas le bouton pause sur la loi qui permet la dépénalisation de l'avortement et qui éventuellement pourrait étendre le délai d'avortement de Notamment. 12 à peut-être 14, 18. 16 ou 18 semaines. Cette loi de dépénalisation, certains députés de la majorité, socialistes et écologistes, y compris sur ce plateau, ont assuré qu'elle allait revenir, qu'il y avait un rapport des recteurs d'université qui était attendu pour le mois de décembre et que dès janvier, on pourrait en discuter. Ça vous tranquillise ou pas? Non, parce que l'accord de gouvernement prévoyait en fait 2 phases au dossier relatif à l'IVG. Première phase, effectivement, instituer un comité d'experts, en tout cas dont les experts seraient nommés par les présidents de parti et donc en ce compris le président de l'époque du CDNV, qui serait chargé d'évaluer la loi relative à l'IVG, sachant que ce travail finalement est déjà fait par la commission d'évaluation relative à l'IVG. Rapport qui arrive. Donc il y a un rapport. Ok, admettons qu'il y ait un rapport qui vraiment arrive aux mêmes conclusions que l'on pose depuis des années, puisque nous avons déjà travaillé sur cette question avec des auditions d'experts, des membres de professionnels de centres de planning, etc. Admettons que ce rapport nous dise oui, il faut dépénaliser l'IVG, oui, il faut en assouplir les conditions. Il faut encore arriver à la deuxième étape qui est contenue dans l'accord de gouvernement et qui prévoit qu'il y ait un consensus entre les 7 partis de la majorité. Vivaldi. Et vous croyez que ce n'est pas possible? Je doute sincèrement que le CDNV, qui bloque depuis le début sur ce dossier, soudainement décide d'assouplir sa position sur le sujet, sachant que ça le mettrait finalement en porte-à-faux vis-à-vis de ses positions précédentes. Et aussi, ça le mettrait en difficulté vis-à-vis de son électorat qu'il dispute finalement avec l'électorat le plus conservateur en Flandre, à savoir l'électorat de la NVA et du Vlaams-Belang. Alors, on change de sujet. La Cour constitutionnelle. Catherine Jadin, députée du mouvement réformateur, bientôt nommée à la Cour, puisque Jean-Luc Ruck n'a pas voulu y aller. C'est une bonne chose ou pas? Alors, j'ai félicité. Je suis très heureuse une femme. pour elle. Elle a une solide expérience. Elle a une solide expérience parlementaire, absolument. Mais donc, notre position n'est pas à l'encontre de Madame Jadin, mais à l'encontre du système. Ce système, finalement, il est totalement contradictoire avec un principe fondamental en démocratie, qui est la séparation des pouvoirs. Pour nous, c'est un véritable non-sens. Donc, je rappelle, la Cour constitutionnelle, c'est celle qui juge la conformité des lois à la Constitution. Absolument. Et donc, vous avez dans cette Cour constitutionnelle actuellement des juges, en tout cas d'anciens juges ou d'anciens académiques. 6 anciens magistrats, 6 anciens parlementaires. Voilà. Et nous trouvons que ces parlementaires n'ont pas leur place au sein de la Cour constitutionnelle, parce que, ce faisant, ils sont jugés partis. Donc vous voudriez que des magistrats professionnels. On va leur demander de juger de la constitutionnalité de lois qu'ils ont eux-mêmes votées, qu'ils ont eux-mêmes rédigées et eux-mêmes portées. Mais que des parlementaires sachent comment on fait une loi et toutes les difficultés, c'est pas intéressant. Il n'y a pas que les parlementaires qui savent comment faire. Est-ce que c'est une vraie garantie de dépolitisation, ce que vous proposez, Sophie Rehoni, quand on voit, par exemple, qu'aux États-Unis, justement, la Cour suprême, qui est composée que de magistrats, ça ne l'empêche pas d'être extrêmement conservatrice, et que les magistrats, ils peuvent aussi avoir une couleur ou une idéologie politique, même s'ils n'ont pas une carte de parti. C'est pas plus transparent, finalement, d'avoir quand même des parlementaires dont on sait clairement ce qu'ils pensent et ce qui permet d'avoir une représentation proportionnelle? Fort heureusement, on n'en est pas au système américain, parce que la grande différence, c'est qu'aux États-Unis, les juges ne sont pas nommés par le Parlement, et donc ce qui implique un consensus entre des partis de gauche et de droite. C'est un président qui vraiment porte des idéaux d'un parti qui est soit vraiment très progressiste, soit très très conservateur, et on voit les dégâts aujourd'hui avec le dossier relatif à l'avortement. Que des magistrats et une parité homme-femme dans la proposition que vous avez déposée. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'Olivier Minguin doit faire preuve de plus de retenue à l'avenir? Je fais référence au dossier sur l'abattage sans étourdissement, où on a eu le sentiment qu'il y avait 2 discours à défi. Ceux qui voulaient fermement interdire l'abattage sans étourdissement, discours tenu par François De Smet et Bernard Clairfailly, et puis ceux qui disaient c'est peut-être pas le moment, on est en train de diviser l'opinion, discours porté par Olivier Minguin. Alors j'ai un immense respect pour Olivier Minguin, j'ai été sa collaboratrice parlementaire pendant 5 ans, c'est lui qui m'a tout appris, mais c'est vrai que par rapport à ce dossier, je n'ai vraiment pas compris la manière de faire, parce qu'il y avait une ligne
de conduite qui avait été débattue en interne. On sait qu'il y avait certaines appréhensions, etc. Mais on avait quand même la ligne de conduite du parti qui avait été portée par notre ministre en charge du bien-être animal, ensuite par Jonathan Dupatoul qui est vétérinaire et qui savait quand même de quoi il parlait. Et donc effectivement, moi je trouvais que s'il y avait des craintes qui étaient ressenties par certains, elles devaient l'être en interne. Parce que vraiment, moi ce qui fait l'une de mes fiertés d'appartenir à ce parti des filles, c'est que l'on est vraiment soucieux d'avoir un débat interne qui est riche, que l'on tient compte des avis de tous. J'imagine que le débat a eu lieu, Sophie Rony, quand il a fallu passer au vote au Parlement bruxellois. Donc, proposition déposée par des filles. Sur 10 députés, il y en a 4 qui ne l'ont pas voté. Ça veut dire qu'il y a un peu de dissension quand même. Oui, écoutez, moi je l'ai fait savoir à mon bureau de parti, mais j'ose espérer que l'on va pouvoir rebondir et effectivement porter d'autres dossiers, mais tout en sachant que le dossier sur l'abattage, on le remettra à l'ordre du jour pour faire en sorte que cela puisse constituer un point de notre programme électoral en 2024. Oui, ça on y tient. En 2024. Oui. Merci Sophie Rony, merci d'avoir été notre invitée.